Monsieur Gérald Lambert, bienvenue. Merci. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, cette invitation-là. Vous pouvez peut-être nous situer un petit peu. Vous êtes maintenant à la retraite depuis une couple d'années. Oui, j'ai quitté le réseau de la santé des services sociaux en 2011. Vous étiez au moment de mon services départ, sociaux. j'étais directeur de différents programmes clientèle au C3S du cœur de l'île, qui regroupe le territoire de Villeray-Petite-Patrie. Donc, j'avais des activités cliniques là, au sein d'un centre hospitalier, qui est l'hôpital Jean-Talon, puis de 2 CLSC, les CLSC de la Petite-Patrie et le CLSC Villeray. Donc, préalablement, vraiment, en ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai quitté les centres jeunesse en 2003. Donc, les 8 dernières années de ma carrière, je les ai faites en centre de santé et services sociaux. Bon, le centre jeunesse conduit à tout. Exactement. J'ai quand même fait 28 ans dans ce qui constitue le centre de jeunesse d'aujourd'hui. Et au début de votre carrière, tout jeune homme, vous avez commencé cette carrière-là comme éducateur. Exactement. Frais sorti du cégep, 19 ans, je pense 2 semaines après mon embauche, j'ai eu 20 ans. Donc, c'était l'effervescence des années 70. J'ai été embauché en 1976, date de la création du centre de réadaptation ou d'accueil, je pense à l'époque on appelait ça Habitat Soleil. D'accord. Vous avez commencé vraiment votre carrière à Habitat Soleil, avec la création d'Habitat Soleil. Exactement. Oui, exactement. Bon. Il y avait eu préalablement une commission d'enquête, rapport Batcha, qui prescrivait le développement de différentes alternatives dans le réseau pour les jeunes en difficulté. Ce qui a conduit à la création du centre d'accueil Habitat Soleil, qui était, contrairement au milieu qui était plus institutionnel, un milieu qui se voulait ouvert, davantage en lien avec la communauté, la famille, etc. Donc, qu'est-ce qui n'existait pas? C'est ça qui n'existait pas à ce moment-là, disons, dans le réseau de ce qui s'appelait effectivement exactement, les centres d'accueil. De mémoire, ce qui existait, c'était davantage ce qu'on appelle les institutions. Si on parle pour les adolescents, on va parler du centre Notre-Dame de Laval. Si on parle des garçons, on va parler du Mont-Saint-Antoine, de Boscoville. Mais le type de ressources développées par Habitat Soleil au cours des années qui ont suivi sa création était, à ma connaissance, peu disponible pour les jeunes, ce qui amenait parfois des jeunes à être en milieu très institutionnel, alors que ce n'était pas nécessairement une réponse à leurs besoins. À l'origine, donc, à la création d'Habitat Soleil, il n'y avait pas d'hébergement ou c'était seulement des services dans la communauté ou il y avait de l'hébergement? Non, ça a vraiment débuté par la création de foyers de groupe institutionnels ou syndiqués. Donc, quand moi j'ai été embauché pour être éducateur dans un foyer de groupe. C'était vraiment l'effervescence. Écoutez, comme anecdote, on est rentré puis on savait qu'on était pour avoir nos premiers jeunes quelques heures plus tard, mais on ne savait même pas encore si c'était pour être des adolescents ou des adolescentes. Qui avait à déterminer ça? Moi, j'étais simplement éducateur à l'époque, hein, donc c'est pas moi qui dirigeais. Je le comprends, mais qui déterminait ça? C'était probablement les gens en responsabilité dans le réseau. Finalement, Habitat Soleil a développé quand même des services pour adolescents et adolescentes. Mais dans le foyer de groupe où j'étais embauché, pour démarrer, ça a été un foyer de groupe d'adolescentes. Est-ce qu'il y avait plusieurs foyers de groupe ou ça s'est développé? Oui, ça s'est développé. Peu de temps après la création, selon une charte du centre d'accueil Habitat Soleil, il y a eu fusion avec un centre d'accueil qui existait à Montréal, qui était l'accueil des jeunes. Donc, l'accueil des jeunes, écoutez, à l'époque, ça ne s'appelait même pas le boulevard René-Lévesque, ça s'appelait le boulevard Dorchester. C'était un centre d'accueil qui était dans l'ouest de Montréal, pas loin d'Atwater, je me souviens bien. Et ça, rapidement, ça a été rattaché à l'entité Habitat Soleil. Et par la suite, il y a eu des vagues successives d'embauches. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs embauches à l'hiver 1977 pour effectivement permettre à l'organisation de prendre de l'expansion. Donc, à ce moment-là, les foyers de groupe se sont multipliés. Il n'y en avait pas des dizaines, là, mais il y en a eu un certain nombre qui a été développé. Et au fur et à mesure que les années se sont passées, bien, les services dans la communauté se sont distingués. Donc, avant qu'on aille dans les services dans la communauté,
J'aimerais ça de revenir un peu sur qu'est-ce qui distingue, parce que là, il y a de l'hébergement finalement, il y a une forme d'institution quand même là, à l'origine, au point de départ. Alors, qu'est-ce qui distingue, je ne sais pas, est-ce que c'est la clientèle qu'on distingue, le programme, c'est tout ça, mais qu'est-ce qui distingue cet hébergement-là, cette forme d'hébergement-là, versus ce qui existait depuis plus longtemps là, dans les institutions connues? Donc, je vous dirais au départ que le milieu était destiné à des jeunes qu'on disait être capables de fonctionner en milieu ouvert. Donc, la grande distinction, compte tenu que c'était des adolescentes, ou ça aurait pu être des adolescents, mais moi je travaillais avec des adolescentes, était le fait qu'ils étaient scolarisés dans les écoles de la commission scolaire du quartier. Alors que, souvent, un jeune qui était en institution à cette époque-là était scolarisé à l'interne, comme je disais. Est-ce que ces jeunes-là, ces jeunes filles-là demeuraient dans les écoles d'où elles originaient, là, de leur foyer, ou est-ce que c'était des écoles près de votre foyer? Si c'était possible de les maintenir dans le milieu scolaire d'où ils originaient, évidemment, on favorisait la continuité à ce moment-là. Si le jeune était déjà en bris de scolarité ou il était déjà exclu de l'école, on l'inscrivait à l'école du quartier, du foyer. Il faut dire qu'au départ, ces foyers de groupe-là avaient davantage un mandat d'évaluation-orientation. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on disait que c'est important de les maintenir dans leur école, de leur milieu. Maintenant, après une évaluation des besoins de l'adolescente, on pouvait soit préconiser un retour en milieu familial, ou soit une orientation vers une ressource de type familial ou intermédiaire, de type foyer de groupe. Ça veut dire, est-ce qu'il y avait un objectif de temps? Est-ce qu'il y avait un temps de prise en charge donc, de ces jeunes-là? Au début, oui, on parlait d'une transition, mais c'est un peu comme l'ensemble du réseau. Souvent, quand il y a des ressources qui ont un mandat court terme, puis on tente ensuite de combler une place libre dans un second lieu, mais souvent, il faut qu'il y ait de la place disponible. Donc, théoriquement, oui, ça devait être du court terme, mais dans la mesure où que les ressources vers lesquelles ces jeunes-là étaient destinés, il y avait de la place pour les accueillir. S'il n'y avait pas de place, mais évidemment, on ne les mettait pas sur le trottoir, donc ils restaient avec nous. Si je comprends bien, votre objectif premier, c'était le retour plus dans le milieu familial, d'où originait où la jeune. Ou la ressource la moins lourde possible. La moins lourde possible, avec une approche le plus possible en milieu naturel, qu'on appelait à l'époque. Il faut dire aussi, on était dans les années, je crois que c'est 79, l'avènement de la loi sur la protection de la jeunesse. Là. Les concepts là, se modifiaient. Là. On était quand même dans une époque où on passait vraiment d'une mentalité institutionnelle à une mentalité plus de type axée sur la communauté, de milieu ouvert. C'est beau dire ça, mais il y avait beaucoup d'expérimentation à travers ça, puis beaucoup d'essais-erreurs. On a connu même des débuts dans un foyer de groupe. Aujourd'hui, ça fait longtemps que les foyers de groupe sont... le nombre de jeunes qui y demeurent, c'est un maximum de 9 jeunes. Mais j'ai commencé, moi, dans le foyer de groupe où j'étais, à 16 jeunes, ce qui était énorme pour un foyer de groupe. Il faut penser qu'un foyer de groupe, c'est une maison ou un édifice là, qui a pignon sur rue dans un quartier. Là. Et je me souviens plus après combien de temps, mais ça a été ramené à 9, puisqu'il y avait aussi des questions aussi de nombre, de sécurité, etc., et de gestion pour le personnel. C'était quoi le... Vous êtes éducateur, jeune éducateur dans un foyer de ce type-là. C'est quoi le quotidien? Parlez-nous d'une journée typique, ça se déroule comment? En ayant en tête, justement, que vos objectifs ne sont pas les mêmes ce que je comprends, d'une prise en charge, disons, de rééducation, comme on l'appelait dans un centre plus classique. Remarquez qu'à l'époque, on utilisait... C'est des termes qui ont été modifiés avec le temps, parce qu'il y avait des connotations là-dessus qui portaient à interprétation. Chaque éducateur dans le foyer groupe était l'éducateur de prise en charge de 3-4 jeunes, là, ou avec un début de plan d'intervention, des rencontres. Exactement, des rencontres hebdomadaires. Et chaque jeune avait quand même s'il répondait à tous les éducateurs qui sont en présence au quotidien, avait quand même un éducateur de référence pour faire le point entre le pourquoi du placement et comment les choses se déroulent lors du placement et vers quelle destination on travaille avec l'adolescent.
Ça, c'est aussi, comme vous l'avez mentionné, c'est un peu le début, en tout cas, d'une intervention plus importante auprès de la famille du jeune. Exact. Fait que vous, comme éducateur, vous avez été appelé, j'imagine, dès ce moment-là, à intervenir avec les familles, à faire un genre de pont entre... Tout à fait. On avait... moi, j'ai commencé dans un foyer d'adolescentes. Je vais vous dire que gérer la gestion des chums, imaginaire ou réel des filles, c'est très présent à l'adolescence et ça posait même de graves difficultés. Imaginaire. Souvent, il y avait certaines petites rivalités entre adolescentes par rapport aux chums. Je me souviens, il y avait un dépanneur au bord de la rue du foyer de groupe et ça n'a pas été long que ça s'est su que c'était un foyer de groupe d'adolescentes. Donc, les autos qui tournaient alentour du dépanneur, les gars qui se tenaient sur le coin de la rue, qui essayaient de faire des approches auprès des adolescents. Donc, c'était pas simple, compte tenu en plus de leur dynamique à plusieurs. Et c'était un peu l'époque, on parlait tantôt du milieu institutionnel, c'était par essai-erreur. Souvent, on dit aux jeunes, bien, je vais te donner une chance, là. Je connais une place, là, puis tu vas pouvoir aller à l'école dans le milieu, tu vas pouvoir, une place qui est moins, entre guillemets, sévère dans la tête du jeune, et ça s'appelait Habitat Soleil. Mais on a eu, effectivement, des jeunes qui ont été orientés au début, qui n'avaient pas du tout d'affaires à être orientés dans notre milieu, puisqu'on n'avait pas un cadre physique et des moyens d'intervention qui sont ceux de l'institution. Et les jeunes, il y a certains jeunes qui avaient quand même besoin d'être arrêtés. Donc, ça a été un petit peu une époque d'expérimentation qui correspond aussi à ces époques-là dans le réseau où on tentait beaucoup de choses. Il y avait de l'argent pour développer de nouveaux services. On n'était pas dans les contraintes budgétaires qu'on connaît depuis de nombreuses années. On était en développement, mais qui dit développement, qui dit expérimentation. Puis, c'était pas toujours heureux, mais la base conceptuelle de ce type de ressources-là n'a jamais été remise en question parce qu'elle répondait vraiment à un besoin. Donc, pour l'ensemble des jeunes qui y sont passés, c'était très bien qu'ils soient référés dans ce type de ressources-là, puisqu'on ne les mettait pas en brisure avec leur réseau social, avec leur réseau familial. Je ne dis pas qu'en institution qu'on faisait ça, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais je dis juste que la formule le favorisait davantage, parce que le jeune allait à l'école du quartier ou à l'école de son milieu, et il pouvait recevoir des jeunes en visite au foyer de groupe. Bref, vous m'avez demandé tantôt le quotidien. Oui, le quotidien ressemble à un quotidien de la vie de tous les jours pour des adolescents, avec l'heure de réveil qui permet à chacun de partir pour l'école ou le travail, puisqu'on avait quand même des adolescents qui, passés 16 ans, se destinaient au marché du travail. Et à ce moment-là, les jeunes quittaient. Ceux qui pouvaient revenir dîner, parce qu'ils allaient à l'école pas loin, ils revenaient dîner. Puis c'était le retour de l'école, comme ça se passe. Et le soir, bien, c'est les corvées de tâches, c'est les devoirs, c'est un petit peu d'informel, un peu d'activité. C'était quand même aussi important de structurer des moments d'activité pour ces jeunes-là. Moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup de natation, puis là, on se comprend, c'est pas une institution, là, il n'y avait pas de piscine dans le sous-sol, là. On allait à la piscine municipale du quartier, et des sorties comme ça, des activités, puis l'été, évidemment, il faut que les jeunes soient oisifs, un coup qu'il n'y a plus d'école, mais c'était toujours un gros défi pour l'équipe éducative de structurer un été qui est positif, en même temps sans les gaver d'activités, une place aussi pour l'autonomie, mais une place aussi pour l'organisation personnelle de ces jeunes-là. OK. Donc, pour clarifier ou faire évoluer une situation, là, ce que je comprends, ça se jouait beaucoup sur la relation, dans le fond, entre l'éducateur et le jeune, parce que l'ensemble de sa vie, il n'y avait pas un programme d'activité comme on connaît, là, disons, en réadaptation, là, qui vise des choses très précises. Oui. Comme vous l'expliquez, c'est une vie la plus normale possible. Exactement. On avait un concept de base où on disait bien que l'activité est un prétexte de réadaptation. Hein? Même le simple fait de partager un repas en groupe, il y a les interactions entre jeunes, comment elles se font-elles dans le respect ou pas, y a-t-il du caïdage, etc., à travers les tâches. Donc, l'activité devenait un moment de réadaptation. Mais on était loin, puisque beaucoup plus tard, même dans ce qui est devenu les centres jeunesse, moi, je me souviens que dans les années 90 et au début des années 2000, on réfléchissait encore à c'est quoi un programme de réadaptation. Donc, si on recule
Dans les années 75, 80, 85, on s'interrogeait, mais on était loin sur un point de vue conceptuel d'avoir développé des programmes très précis avec une finalité, là. Mais on avait quand même à la base l'idée de l'accompagnement. C'était quand même pas un camp de vacances. Ça, c'est toujours la base fondamentale qui était et qui reste, la relation entre l'adulte éducateur Tout à fait. et le jeune. Il y a le concept de relation d'aide à travers la mesure de réadaptation qui est présent. Puis dans cette phase expérimentale-là, comme vous dites, là, ça a été quoi? Ça l'a vécu combien d'années, ça, Habitat Soleil? Parce que ça a été jusqu'à la création du centre jeunesse. Tout à fait. Écoutez, à la base, c'était des mesures pertinentes à ajouter au réseau. Et c'est pas parce qu'il y a eu création des centres ou du centre jeunesse qu'on remettait en question ce type de mesures-là. Là, je ne sais pas si c'est le moment de vous parler un petit peu de quel genre de services qui se sont développés à travers les années. Oui, c'est ça, c'est l'évolution des programmes. Comme on parlait d'une approche axée sur le milieu, l'évolution des services a fait en sorte qu'il s'est développé, il y avait des foyers de groupe syndiqués pour garçons et pour adolescentes, et il y avait un réseau de foyers de groupe contractuels. Et avec le temps, c'est sûr que les jeunes qui étaient peut-être orientés vers les foyers de groupe syndiqués nécessitaient peut-être davantage un plus grand encadrement que ceux qui étaient orientés vers les foyers de groupe contractuels. Quand on dit ça, on se comprend, c'est que syndiqué, c'est parce que là, on parle d'employés. Exactement. De l'institution qu'est Habitat Soleil. Quand on parle de contractuel... C'est une personne qui sous contrat ou qui prend un contrat avec l'établissement et offre des services de réadaptation. Ce n'est pas moins des services de réadaptation parce qu'ils sont contractuels, mais le niveau d'encadrement, il était peut-être un peu plus léger en termes de personnes. Par exemple, juste pour l'illustrer, dans un foyer de groupe syndiqué, il y avait une cuisinière ou un cuisinier. Dans un foyer de groupe contractuel, c'est les jeunes avec le responsable et les éducateurs et éducatrices qui se mettaient à la tâche pour confectionner. On est plus dans un milieu, disons, de substitut familial. Exact. Une petite coche supérieure, puisqu'il existe les familles d'accueil où là, vraiment, on est dans un appariement de vie familiale, entre guillemets. Mais c'était, mettons, si on prend l'analogie famille d'accueil, les foyers de groupe contractuels, ensuite des foyers de groupe syndiqués. Donc, Habitat Soleil avait développé un certain nombre de foyers de groupe syndiqués où l'encadrement était un peu plus serré, si je peux m'exprimer ainsi. Des foyers de groupe contractuels pour adolescents et adolescentes et aussi des foyers appartements qu'on appelait. Ça, c'est intéressant puisque c'était une formule aussi qui permettait vraiment à des jeunes qui sont en rupture avec leur milieu familial et que le projet les amène à devoir s'émanciper. Mais ce sont des mineurs. Des mineurs, donc avec un besoin d'encadrement et un besoin d'aide nécessaire. Donc, c'est une formule qui permettait l'hébergement de ces jeunes-là dans un contexte de vie qui s'apparente à la vie en appartement, mais l'appartement n'est pas le sien. C'est l'appartement d'un contractuel qui a signé encore une fois un contrat avec le Centre Habitat Soleil et des dispositions où que le jeune apprend l'apprentissage de la vie en appartement, mais il y a supervision de personnel de réadaptation avec un plan d'intervention, des cibles et des objectifs de développement de son autonomie jusqu'à temps qu'il soit en mesure de voler de ses propres ailes et de quitter pour son propre appartement. Et vous avez, je pense, développé des services externes aussi, sans hébergement. Autre grosse mesure qui caractérisait, à mon avis, davantage aussi Habitat Soleil, c'est tous les effectifs de réadaptation dans le milieu. Et la beauté de la chose à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça semble tellement évident, les centres jeunesse, à l'origine, sont constitués de la réunion de centres de réadaptation et du Centre des services sociaux du Montréal métropolitain. Mais à l'époque, Habitat Soleil, avant la création des centres jeunesse, avait créé une entente avec le Centre des services sociaux du Montréal métropolitain et les éducateurs étaient répartis à travers l'île de Montréal et ils étaient localisés dans les bureaux de services
sociaux du centre de santé et des services sociaux. Donc, le chèque de paye des éducateurs demeurait à Habitat-Soleil, mais on voit déjà, dans ces années-là, qu'il y avait un rapprochement, dire on va travailler ensemble, et les éducateurs, leur quotidien, c'était d'être jumelés à des équipes de travailleurs sociaux du centre de santé. Un véritable partenariat. Exactement. Et ça avait donné à l'époque une espèce un avant-gardisme de ce qui était pour se dérouler dans les années futures. C'est ça m'amène à vous demander, dans le fond, pour conclure un peu cette histoire-là, comment on peut mesurer, ça a été quoi l'apport d'Habitat-Soleil à ce moment-là, au moment de la création du Centre jeunesse de Montréal? Bien, Habitat-Soleil s'est très bien intégré, puisqu'il amenait une panoplie de services qui étaient distincts, complémentaires à ceux qui existaient dans les autres centres de réadaptation. Et j'ajoute aussi qu'il y a eu création d'un centre de jour. À un moment donné, pendant quelques années, il y avait des plateaux de travail. Donc, il y avait aussi toute une organisation de services au niveau de la réinsertion professionnelle de jeunes qui désiraient s'insérer sur le marché du travail. Donc, il y a eu des différentes expérimentations, mais ce qui a vraiment marqué les services d'Habitat-Soleil, ce sont ces foyers de groupe, foyers appartements, puis le suivi externe dans le milieu familial où chaque éducateur avait la possibilité de suivre de façon intensive une dizaine de jeunes hebdomadairement. Donc, ce n'est pas des jeunes qui étaient vus une fois par mois ou une fois par mois et demi. Il y a des jeunes qui pouvaient être vus 2-3 fois par semaine. Et l'idée, encore là, était un petit peu dans l'esprit de la loi sur la protection de la jeunesse, de travailler avec les parents, favoriser le développement des compétences parentales, favoriser le maintien du jeune dans son milieu à lui ou de ce qui s'en rapproche le plus. Donc, l'éducateur allait à domicile, travaillait avec les parents, travaillait avec le jeune, sortait parfois avec le jeune parce que le jeune avait aussi parfois peut-être besoin de prendre une certaine distance par rapport à ce qui se passait dans son milieu familial. Donc, un petit peu de... On prenait pas mal de café dans ces années-là avec les jeunes. À la création du centre jeunesse, évidemment, il y a la disparition de l'entité. Exactement. Comme les autres d'Habitat-Soleil. Puis ça se passe comment? C'est comme une fusion des équipes? Oui, bien, il y a eu 2-3 étapes préliminaires. Il faut dire qu'il y avait un directeur général à l'époque qui a quitté Habitat-Soleil au début des années 90 et temporairement, sans qu'on parle de fusion administrative, ça a été le directeur général du Carrefour des jeunes qui a pris temporairement les rênes, entre guillemets, du centre Habitat-Soleil. Et lorsqu'il y a eu création des centres jeunesse, il y a eu fermeture comme du siège social d'Habitat-Soleil pour sauver des coûts, évidemment, et ce qui était encore l'entité administrative a été logé temporairement au centre Mont-Saint-Antoine. Et je crois que c'est vraiment à partir de 1996 qu'on a créé des directions clientèle, centre jeunesse. Donc, lorsque a été créée, mettons, la direction enfance, la direction adolescence, dans lesquelles, dans la direction adolescence, Habitat-Soleil n'existait plus et était une des entités de la direction adolescence qui offrait des services, au même titre que Rose-Virginie-Pelletier, Mont-Saint-Antoine, etc., etc. Quand vous regardez l'ensemble de votre carrière, puis que vous regardez cette époque-là, cette période-là d'intervenant à Habitat-Soleil, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette période-là? Qu'est-ce qui vous est resté, peut-être, qui vous a servi? Bien, moi, c'était peut-être propre à ces années-là, mais on était dans les développements dans la région. On était dans les belles années de développement, un peu fou, un peu flyé, essai-erreur, sauf qu'on était... On avait le rêve assez poussé, puis on avait souvent les moyens qui nous étaient donnés pour développer des choses qui étaient nouvelles, inédites. Et pour moi, Habitat-Soleil, ça a été ça. Ça a été une belle époque. Une belle expérience, le développement de nouveaux créneaux pour les jeunes, puis qui ont encore aujourd'hui la pertinence, parce que à travers les centres jeunesse, il y a encore des éducateurs qui suivent des jeunes en externe. Il y a encore des foyers de groupe, des foyers de groupe syndiqués, des foyers de groupe contractuels, des foyers appartements. Ça demeure tout le temps. Donc, pour moi, c'est une belle continuité dans le temps et effectivement, c'est pas un service où j'ai œuvré, que j'aimais bien, puis aujourd'hui, ils vont le fermer parce qu'on questionnait sa pertinence. C'est pas le cas. Monsieur Lambert, je vous remercie beaucoup. C'était fort intéressant.